caméras. Tout pour les caméras. Elle m'a rien. C'est elle qui m'a demandé de fumer. C'est elle qui m'a demandé de fumer. C'est toi, bébé. C'est toi. Vous savez, nous sommes en débattu. Chercher le photo, c'est affolé. On a faim. Il est quelle heure? Maman, il n'est pas encore 14h. Ah, on a faim. Tout ça, ils sont en train de me gosier. Le jeûne du talk show. Vous voyez comment on a jeûné 3 jours. Maman. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Ça va, c'est m'a donné. Nous sommes posés. Hello, je vous mets en contexte. Aujourd'hui, c'est le talk show de Wendy. Depuis le jeudi, nous sommes en jeûne. Là, on avait tellement faim, mais on ne pouvait pas manger. Mais il fallait qu'on aille chercher à manger justement pour pouvoir rompre le jeûne en mode uniforme. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Oh Seigneur, ne passe pas mon les plaies, les mangos. Les plaies, les mangos, c'est comme ça. C'est maquillage professionnel. Bravo la coach. Tu n'es pas véhiculé, tu causais les accidents. Comment on dit? Are you okay? I'm good, and you? I'm okay. Coucou la coach. Coachy les coachy. Coachy. Déçu. Ça me déchire, c'est la salade. Ça ne va pas, j'ai faim. Le temps ne passe plus. Depuis là, il laisse manquer quelque chose français. Hey, c'est quoi? Ah, maintenant, toi, tu te sens comment dans ce jeûne pour le talk show de Wayne? Je suis un peu fatiguée, un peu étourdie. Je commence à avoir vraiment faim. J'ai mal à la tête, mal aux yeux. Et mes pieds ne tiennent plus en fait. C'est ça que tu as assis depuis que tu es arrivé? Oui, genre j'ai vraiment l'impression que gars, à chaque fois que je pose mon pied au sol, ça ne va pas, c'est un effort. 40 minutes aller-retour pour aller chercher le foot. Que non, c'est ça en bas. Tu as dansé le bol en route? Maman était obligée, je ne t'en avais pas, on n'a même plus man. Mais ça va aller. Non, dès qu'on va doser le foot. J'ai au contrôle. Demande le panier, sinon dans la jupe là, il faut savoir la tâche bouge aussi. Fini de prier. Tu n'as même pas attendu. Tu as fini la prière. Tu es dans les marmites. C'est quelle vie que tu vis là? S'il vous plaît. Non, il n'est pas pour maman. Tu voulais qu'on te voit. Maman, c'était trop fort. Wendy était accouchée par terre. Hein, la coach. Prosterner devant l'éternel. Oh, maman, devant l'éternel. Non. Tu vas pas la langue là-dedans. Tu vas pas la langue là-dedans. Je le ministère des larmes en fait. Quand l'esprit me prend, je pleure. Tu vas aller pleurer là-bas dans la salle. Et je suis sûre. Maman, pardon, ouvre-nous la nourriture, s'il te plaît, mon bébé. On va me demander pourquoi j'ai commencé ça. Je vais pleurer. Ouh, Seigneur. Affolé ne tombera jamais. Allez, ça. The Hawks? Maman de chui. Ça va ici? La coach, hein? La coach des stars. Maman la graine d'alliance. Hey! Review Muse! Review Muse! Ok! Ma fée! Des choupata! Wow! It's giving coach des millions. It's giving make-up artist des stars. Mof! Hey! C'est pas le ben. Bébé, regarde un peu ici. Mof! Pétage! Le talk show a réussi, maman. Ça a pris. D'accord. Mais ça commence à... Wow. Ça fait. Reveal Muse. Tu peux aussi reveal ta barre de Muse. Maman, on a revu Pepsi. Elle dit qu'on a revu Pepsi. C'est mauvais. Quand on voit pas la caméra, quelque chose. Reveal Muse m'a amusé, s'il vous plaît. Elle m'a amusé. Je sais pas si vous allez même me voir dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Waouh, la coach des stars. Waouh, maman. Yes, sir. Vous allez bien, les go? On va très bien. So, je sais que Chanke fait quelque chose là-bas, mais regarde-moi un peu ici, s'il te plaît, so. Coucou. Aïe. Tu l'espères.
avant tout ça, on va partir du principe que même si beaucoup de gens te connaissent, tu es très suivi sur les réseaux sociaux, on va partir du principe que tu débutes. Voilà. Ok. Et je vais te demander de te présenter comme si tu étais en rendez-vous avec ton tout premier client que je suis. Let's go pour la présentation. Ok. Donc, je m'appelle Wendy Sangong. Je suis ingénieure. Je suis épouse. Je suis maman. Et je suis coach. Waouh. Épouse, ingénieur, maman et coach. et coach. On va passer à une autre thématique du coup de ce talk show. Du coup, je vais appeler une invitée qui est juste en face de moi. Oui, tu vas venir. Et chers amis, on va faire on va dire une petite thérapie en live, en direct directement. Donc, on applaudit, s'il vous plaît. On peut l'applaudir parce que du coup, c'est pas facile. Eugénie, s'il vous plaît. D'ailleurs, je m'intéresse avec toi. Coucou Eugénie. Coucou Wendy. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, Eugénie c'est mon amie. Sa mais petite aussi, sœur d'abord. oui, ma petite sœur, mon amie, mais aussi quelqu'un que j'accompagne. C'est dur d'accompagner Eugénie parce que effectivement Eugénie c'est mon amie et c'est l'une des problématiques que je rencontre dans mes coachings parce que je choisis les proches que j'accompagne. Et c'est dur parce qu'il faut savoir faire la part des choses entre Wendy l'amie et Wendy la coach. Avec elle, ce n'est pas simple du tout, parce qu'elle veut toujours jouer. Aujourd'hui, j'ai demandé à Eugénie, parce que elle et moi, on travaille ensemble, et pour donner un peu de contexte, aujourd'hui, on va aborder 2 sujets. Parce que il faut savoir que Eugénie souffre d'une blessure de rejet. Et d'abandon aussi. Et d'abord, c'est moi qui parle. Je t'aide, non? Tu vas avoir l'occasion de parler. Eugénie souffre de blessures de rejet et d'abandon aussi, qui font qu'aujourd'hui, Eugénie ne s'attache plus. Donc, tu peux rentrer dans sa vie aujourd'hui, tu ressors dans 3 mois, aucune émotion. Et Eugénie pense que c'est normal. Eugénie pense que c'est normal, donc je travaille avec elle pour lui faire comprendre qu'elle souffre d'une déformation émotionnelle, pour essayer de comprendre d'où ça vient et éventuellement l'aider à surmonter ça, parce que à cause de tout ça, Eugénie n'est pas en couple, elle ne veut pas être en couple, parce que pour elle, ils partent tous, demain il va partir. Donc... Bonsoir Eugénie. Bonsoir Wendy. Tu vas bien? Ça va, j'ai faim, mais ça va. La journée n'a pas été simple. Alors, Agreed. étant donné qu'on peut pas avoir une séance d'1h30 aujourd'hui, Mhm. j'ai préparé quelques questions pour rendre ça efficace en fonction de tout ce que je sais et justement des objectifs que j'ai cités ici qui sont effectivement de t'aider à guérir de ces blessures dont tu souffres aujourd'hui et tu n'assumes pas. Donc, j'ai quelques questions que je vais te poser. Je vais en choisir 3 parce que j'en ai beaucoup trop noté et le reste, on travaillera dessus en off comme d'habitude. Je veux savoir quand est-ce que tu as commencé à te sentir de trop ou non choisi? Alors là, je ne saurais pas te dire quand, parce que je pense que c'est un sentiment qui m'a accompagnée depuis aussi loin que je me souvienne. Enfin, je pense que c'est peut-être quand j'ai quitté de l'école où j'étais quand j'étais toute petite et que je suis allée à l'école américaine. Parce que quand je suis arrivée à l'école américaine, disons que ça a été un clash de culture. Parce que j'arrive dans une école où je suis entourée de gosses de riches. Et moi, je suis pas nécessairement gosse de riche. Donc, ça fait que j'arrive dans un truc où, par exemple, on rentre... déjà, quand je suis arrivée à l'école américaine, mon anglais n'était pas tip-top. Donc, déjà, j'ai le fait que je parlais pas très bien anglais quand je suis arrivée. Supplément, on vient d'arriver, on demande à tout le monde, vous êtes partis en vacances. Car moi, j'étais au village. Donc, j'ai très fièrement dit que, bon, j'étais au village. Moi, entre les gens qui sont partis à New York, à Birmingham, bon, on n'est pas les patates du même sillon. Donc, voilà. Du coup, très vite à l'école, enfin, du moins quand il y a eu le shift à l'école, je me suis retrouvée dans une position où je n'ai pas nécessairement été acceptée à l'école.
Maintenant, j'ai aussi grandi dans un contexte particulier. Comme toi, mes parents n'étaient pas mariés. Ils ont une relation particulière. Donc, ça fait que j'étais un peu chez maman, un peu chez papa. Et chez mon père, j'avais une relation particulière avec son épouse, enfin sa regrettée épouse du coup, parce qu'elle est décédée aujourd'hui. Et quand j'étais chez mon père, je ne me sentais pas vraiment nécessairement chez moi. À la maison, chez ma mère, je dirais qu'il y avait des phases. Il y avait des phases où ça allait très bien, puis il y avait des phases où c'était compliqué. Donc ça a été un peu ça et là dans mon enfance en fait. Du coup, si je comprends bien, si je résume bien, tu as rapidement été obligé de développer ce que on appellerait une indépendance émotionnelle qui finalement est surtout tu as rapidement dû te renfermer sur toi. Tu as rapidement activé le mode survie en fait, émotionnellement. Oui, mais je dirais que c'est pas partie du rejet. Ouais. Je suis la dernière de ma mère et la dernière de très loin. Okay. Et parce que je suis la dernière de très loin, j'ai pas nécessairement grandi entourée de personnes de mon âge. Moi, j'ai grandi entourée de personnes adultes. Et donc, quand on avait des rapports avec moi, on n'avait pas forcément des rapports avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on parlait avec moi comme on parlait à une grande personne. Donc, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu une enfance parce que j'ai tout le temps été entourée de grandes personnes. Quand les gens jouaient, moi, on me parlait des choses que je ne comprenais pas. Donc... Je te comprends. Je te comprends parce que moi, j'étais ado. Moi, je dis toujours qu'on m'a volé mon adolescence. Je n'ai pas été l'ado qui sort avec ses amis, qui peut aller, je sais pas, se balader après les cours. Moi, j'ai rapidement été la mère de maison. Donc, quand je faisais première, mon père n'avait pas de femme. Donc, je m'occupais des employés, je m'occupais des enfants, des multiples enfants de mon père, je m'occupais des rentrées scolaires, je m'occupais de tout. Donc, j'étais, comme les gens disaient dans mon quartier, la femme de mon père. Donc, moi, quand je sortais, il fallait que je sois à la maison à 18h30 parce que mon père mange à 20h. Je dois apprêter son dîner. Tu vois, du coup, je peux très bien comprendre ce que tu peux avoir ressenti finalement parce que moi, quand je suis sortie du cadre familial, j'aurais pu me perdre parce que j'ai découvert en fait la vie, genre ce que les gens vivent, tu vois, la vie du poulet. J'ai découvert ce que les gens vivent. Je me suis dit mais moi j'étais occupée à être une épouse en fait alors que les gens vivent. Mais finalement cette histoire je la raconte en riant aujourd'hui et avec beaucoup d'admiration parce que là où les femmes trouvent compliqué de gérer un foyer, j'ai une aisance particulière. Parce que je fais ça depuis que je fais seconde. Non, moi, mon temps de pause, c'est quand je suis quittée de la maison de chez mon père. C'est que mon mari me ramène encore dans le foyer. Mais si je fais ça d'une aisance, moi, je suis très smart pour faire à manger, m'occuper d'un foyer, gérer les factures, spontanée. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Mais du coup, ma deuxième question, c'est, je veux directement rentrer dans le souci que tu as avec l'attachement. D'où ça vient? Alors, comme je dis, j'étais à l'école américaine. Et à l'école américaine, on est entouré d'expats. Donc, ça fait que les gens venaient 2 ans et partaient. Un peu, tu t'attaches à quelqu'un, la personne s'en va. Un peu, tu as fait les amitiés, tu penses que c'est les amitiés de la vie, pap, la personne est partie. C'est déjà ça. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il y a le fait que j'étais entre la maison de ma mère et de mon père. Ouais. Donc, ça fait que je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu d'ancrage. Parce que j'étais toujours un jour ici, un jour là-bas. Bon, c'est vrai que j'ai plus d'encre chez ma mère parce que je restais plus chez ma mère. Mais on m'appelait la nomade parce qu'il y avait les habits un peu partout. On sait pas où tu es. Un peu, pour chez savoir ma tante, où Génie chez mon est, il faut père. l'appeler. Je me cherche un peu. Il se manque que tu dois lâcher chez moi. Tu vois, même il y a un de chez moi parce que dès qu'il pose mon sac ici, tu vois. Donc, en fait, j'ai pas nécessairement eu d'attache. J'ai jamais vraiment été ancrée quelque part. Et donc, ça fait que, quand quelqu'un est là, sur le moment, je profite pleinement de la personne. C'est-à-dire que tu es là, je profite pleinement de toi. Mais genre, si tu pars, tu es parti. Voilà. Mais du coup, c'est parce que tu profites en te disant que, écoute, tu avais quand même cette partie de toi qui te dit, demain, la personne ne sera plus là.
Je pense à un moment donné, j'y pensais au fait que la personne ne soit plus là. Et je pense que je suis arrivée à un stade où c'est même pas que je m'attends à ce que la personne s'en aille. C'est juste que je suis en mode, ok, je suis dans le truc et c'est pas ça ce qui doit se passer. Enfin, si la personne part, la personne part. Si la personne est restée, la personne est restée. Je pense qu'au début, ça c'est peut-être parti d'un truc où, je sais pas si c'est parti d'un truc où je me protégeais ou pas, je ne saurais pas moi te dire. Ouais. Mais aujourd'hui, si je suis vraiment dans une mouvance où juste je profite de la personne. Ok. Point barre. Alors, moi, je pense que tu as effectivement construit une barrière de sécurité parce que ça a été dur de pas avoir d'ancrage, de t'attacher à des personnes qui partaient quand tu étais petite. Finalement, l'enfance qu'on a, l'adolescence qu'on a reflète 70% de qui on est aujourd'hui. Après, il y a des personnes qui, effectivement, cherchent à guérir des traumas, qui se font accompagner. Et t'as des personnes qui, ok, que ce que j'ai reçu soit bon ou mauvais, je vais resservir ça aux autres, et puis, rien à foutre. Donc, je pense que, finalement, tu t'es construit une barrière de sécurité dans ton cœur, de te dire, mais en fait, tu te rends plus compte juste parce que ça fait tellement longtemps que tu vis comme ça. C'est, ok, je profite. Puis, si demain la personne s'en va, next. Qui d'autre? Voilà, tu vois, c'est tellement spontané, tu vois, tellement, pour toi, c'est normal, mais non, c'est pas normal. Je pense que c'est ce que j'essaye de te faire comprendre depuis un moment. Ce n'est pas normal. Mais, en amour, mais du coup, comment, Amour, c'est quoi? justement. Non, mais c'est vrai, parce que à chaque fois elle pose cette question, on pense qu'elle rigole, mais elle est très sérieuse. Non, mais en fait, c'est une vraie question dans le Mais oui, sens c'est ça. où je pense que, au vu du contexte dans lequel j'ai grandi, je sais ce que c'est l'amour fraternel. Je sais ce que c'est l'amour amical. Mais l'amour, quand on dit que l'amour du mariage, là, moi, j'aimerais pas ça. Parce que, j'ai pas grandi dans un contexte où j'ai vu ça. C'est ça. Je pense que c'est maintenant dans le présent-ci, que je commence à voir autour de moi des relations qui semblent être saines, où je commence à entrevoir un peu ce que c'est que l'amour quand on parle du contexte un amour homme-femme. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Je pense une fois, enfin, par exemple, ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me parlait de ça, justement. Et j'étais en train de dire que la personne me demandait si j'ai grandi sans amour dans mon enfance. Je lui disais que je ne peux pas dire ça, ce serait mentir. J'ai grandi avec beaucoup d'amour. C'est vrai que, j'ai peut-être pas reçu l'amour dont j'avais besoin, je pense. Mais je pense que j'ai été très aimée dans mon enfance. Mais je ne connais pas ce qui régit l'amour dans le contexte du coup peut-être du mariage. Je sais ce que c'est l'amour fraternel. Mon frère peut vous dire. L'amour fraternel, je connais. L'amour amical, toi-même tu peux dire, je connais. L'autre là vraiment, je me désengage. Voilà. Alors, il y a deux types de personnes des personnes qui grandissent dans des foyers sans amour ou des foyers avec des parents séparés il y a des personnes qui après souffrent de vraies dépendances affectives du type moi. Et il y a des personnes effectivement qui n'ont aucune notion de l'amour, c'est-à-dire qui ne savent pas donner de l'amour hors du cadre ami, famille, du coup, toi. On a souvent tendance à plus pointer du doigt des personnes qui ont souffert qui souffrent de dépendance affective parce que, ok, c'est facilement que tu te retournes dans des relations toxiques et tout. Mais on oublie beaucoup les personnes qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas de modèle amoureux autour d'eux et qui, finalement, sont bien seuls. En vrai, quand tu rentres dans leur sphère, tu gâches leur paix. Ils ne savent pas donner la place à autre chose qu'à leur personne, à leurs amis, à leur famille. Et c'est bien de prendre conscience que c'est bien de prendre conscience qu'on n'a pas envie de passer à côté parce que l'amour c'est beau. Et oui. Oui. Ah, et oui. L'amour c'est beau. Ça vaut la peine, je dirais ça comme ça. Je dirais ça comme ça. Donc tu connais mon combat. Mon combat c'est effectivement de mettre un homme dans ta vie. Tu sais. Mais je ne le ferai pas tant que... Pourquoi tu le rêves? Mais je ne le ferai pas tant que tu ne seras pas disposé à le recevoir. Parce que même si aujourd'hui on te donne quelqu'un qui te donne beaucoup d'amour, je veux faire une bêtise comme mon mari m'en donne, il va s'énerver après contre moi, mais c'est pas grave. C'est quand même... C'est un monde même si je mets dans ta vie quelqu'un qui te donne tout l'amour du monde, tu ne sauras pas en profiter. Je connais des personnes qui reçoivent vraiment tout l'amour, mais qui paniquent en mode c'est trop bizarre, non mais j'ai pas confiance, c'est louche,
aucun homme ne n'aime comme ça. Tu vois, des personnes qui sont vraiment réfractaires au sentiment amoureux, à l'amour agapé. Donc, bon, on y travaille, mais on va faire un exercice. Chaud. Oui. Parce que dans mes coachings, je donne toujours des exercices. D'accord, la coach. Si tu devais... Tu vas me payer ça. Si tu devais dire 4 choses à Eugénie l'enfant, qu'est-ce que tu dirais? Par rapport à un sujet particulier ou Non, global? non, en global, c'est-à-dire Ok. est-ce qu'aujourd'hui de ta position, des années sont passées, tu as beaucoup mûri, tu travailles sur toi, tu as traversé des phases de dépression, on a entendu parler tu es allé jusqu'à très loin dans tes dépressions, donc je pense que tu as fait ton bout de chemin. Pardon. Je pense que tu as été très très bas. Si aujourd'hui tu devais parler à Eugénie l'enfant, si tu devais dire à Eugénie l'enfant, si tu avais eu ça, les choses auraient été beaucoup mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que Eugénie enfant avait besoin pour, tu aurais eu Eugénie enfant en face de toi, qu'est-ce que tu lui aurais donné? 4. Vas-y, 4. 4 choses que je lui aurais données. Ouais. À Eugénie l'enfant. La sécurité de parler. Ouais, la sécurité de parler, premièrement. Attends, je te coupe. La sécurité de parler, c'est-à-dire, tu as été quelqu'un qui n'était pas entendu. Tu as été un enfant pas ou peu entendu. Ce qui explique que, aujourd'hui, Eugénie ne parle pas. Pas le petit, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. On en est là. Ce qui explique que Eugénie ne parle pas. En fait, j'ai choisi de faire cette micro-séance d'abord pour vous montrer comment ça se passe les séances de coaching. Bon, c'est beaucoup plus long, c'est 1h30. Mais aussi pour vous montrer que à chaque comportement qui nous semble... chaque comportement que les gens pointent du doigt, il y a une source. Personne ne naît impoli. Personne ne naît difficile à gérer. Tout vient de quelque part. Tout vient de quelque part. Et finalement, dans les coachings, je cherche à trouver d'où ça vient. Parce qu'il n'y a que quand tu sais d'où ça vient que tu peux le traiter, en fait. Donc, Eugénie, c'est quelqu'un qui n'est pas très bavarde, qui ne fait pas de reproches aux gens, mais qui prend tout sur elle. Voilà, la complexité, c'est que elle disparaît aussi. Alors, ça n'a pas suffi. On ne la voit plus. Ok, donc, d'accord. Tu sois un enfant qui arrive à se faire comprendre. On continue. La deuxième chose que je lui donnerais ou que je lui dirais... qu'est-ce que je te dirais même? Ma coucou. En fait, je ne sais pas ce que je lui dirais d'autre parce que je pense que vraiment tout a tourné autour de ça. Donc, je pense que vraiment c'est ça. Oui, je pense qu'il n'y a que ça parce que je pense que tout est parti de là. Parce que comme je t'ai dit, j'ai grandi dans un contexte où j'ai seulement été, je ne sais pas si c'était adulte ou adolescente, mais je ne sais pas. C'est allé trop vite. Voilà. Ouais. Et de quoi? Donc, et pour enchérir, je ne sais pas quand j'ai commencé, je ne peux pas, je sais pas, mais je sais que très tôt, j'ai commencé à être la personne qui se mettait en bac pour que les autres soient là. C'est-à-dire que, par exemple, un truc, je me suis fait racketter quand j'étais, pendant assez longtemps, pendant le temps que j'étais à l'école américaine, je me suis fait harceler pendant longtemps. Mais je n'en ai pas parlé. Pas parce que je ne voulais pas parler, pas parce que j'avais... Mais en fait, c'était que chaque fois que je voulais en parler, et c'est surtout avec ma mère, les moments où je voulais en parler, ma mère allait s'ouvrir à moi par rapport à quelque chose. Et du coup, très vite, je me disais, bon, si elle a vu ça, ce que moi, elle vit là, c'est rien. Donc, il me parle pas. C'est ce qu'elle vit, n'est rien comparé à ce qu'elle vit. Donc, maman me laisse. Et du coup, c'est devenu récurrent. Une fois, j'essaie, 2 fois, j'essaie. Et après, elle dit que je comprends très bien parce que
j'ai longtemps été dans la position où moi aussi je ne savais pas dire ce que je ressentais. Parce que je me disais que les gens ont leurs problèmes en fait. Et jusqu'à ce que quelqu'un me dise que tu as le droit d'être mal et de dire que tu es mal. Tu as le droit de pas être bien et de dire que tu n'es pas bien. Tu n'es pas forcément obligé de porter les... En fait, c'est ça, c'est que toi, tu portes beaucoup les fardeaux des autres. En te disant que il y a personne pour porter les tiens, sauf que tu sais que c'est faux. Tu sais. Je pose la question. On t'a peut-être longtemps fait croire qu'il y avait personne pour porter tes fardeaux, mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, tu as beaucoup plus de maturité pour savoir que ce n'est pas vrai. Personne ne s'en sort seul dans la vie. C'est le faire aiguise le faire. C'est l'homme qui fait l'homme. Ça, tu vois pas comment elle est assez aiguisée comme ça. Oui, mais est-ce que le résultat te satisfait? Ou tu fais avec? Ou tu as appris à vivre avec? Après, vivre avec. Ça n'empêche pas que ce n'est pas un bon résultat. D'accord. Non mais bon oui, on va pas, enfin ce que j'essayais de toucher du doigt en faisant cette séance devant les gens, c'était de faire comprendre à tout le monde que il n'y a pas d'attitude, toutes les attitudes la plupart du temps ont des explications. Les personnes qui ne sont pas très bavardes, les personnes qui se replient sur soi, qui pensent qu'ils ne méritent rien et qui doivent tout donner aux autres, ça vient de quelque part. Et il est important de savoir d'où ça vient pour changer. Souvent, tu entends les gens dire, oui, mais c'est comme ça que je suis, prends-moi comme ça, ou tu laisses. Limite, red flag, je tiens à dire. C'est un red flag. Et c'est très limite, parce que tu peux chercher à savoir d'où ça vient. Tu peux régler. Tout le monde peut être meilleur. Mais étant donné que toi et moi, on doit faire une séance de coaching, tu vas réfléchir sur les 3 autres que tu me diras en off. Et Tu te doutais bien que j'allais te donner un devoir quand même, non? Il n'y a pas de séance de coaching sans devoir, aussi petite qu'elle soit. Merci Eugénie. On peut encore applaudir Eugénie, s'il vous plaît, merci. Need God's energy on me. Tell me, can you say a prayer for me?